Merci à tous d'être là. Merci beaucoup aux organisateurs. Donc, on m'a invité pour parler de la recherche future, d'éventuelles signatures de vie sur les exoplanètes. Alors ça pourrait passer pour un sujet, une discussion philosophique divertissante, mais très spéculative, et ça l'est très certainement. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que cette question de la recherche de biosignatures revient très régulièrement dans l'établissement des programmes spatiaux, par exemple. Grosso modo, est-ce que votre télescope spatial va pouvoir faire le spectre d'une Terre, d'une exoterre et détecter l'oxygène ou l'ozone? Ça peut être une raison de passer ou de ne pas passer. Et ça, je pense qu'un des messages que j'aurai dans mon exposé, c'est ça, c'est extrêmement dangereux. Donc j'anticipe sur mes conclusions. Donc je pense que ce sujet de la recherche de vie ailleurs, il est bien entendu absolument passionnant. C'est quelque chose qui peut se faire par la démarche scientifique, qu'on peut commencer à avancer dans les étapes de cette démarche aujourd'hui, mais il faut faire très attention à ne pas brûler les étapes et à ne pas faire intervenir cet argument peut-être trop tôt dans notre exploration des systèmes exoplanétaires, au risque de fausser. Enfin bon, je vais revenir là-dessus. Alors, comme nous sommes accueillis par l'Académie des sciences, je ne peux pas m'empêcher de citer un compte-rendu de l'Académie des sciences qui doit dater d'à peu près 1900, qui proposait ce qu'on a appelé le prix Guzman, le prix Pierre Guzman, qui a été proposé par sa veuve et sponsorisé par l'Académie des sciences. Et alors, vous lisez peut-être pas bien, mais il s'agissait d'un prix de 100 000 francs de l'époque, qui serait décerné à celui qui aura trouvé le moyen de communiquer avec un autre astre, autre que la planète Mars. Autre que la planète Mars. Pour vous dire qu'en 1900, il était acquis, en tout cas pour une partie de la communauté, que Mars était un analogue de la Terre par sa capacité à accueillir la vie, voire une civilisation. Il faut bien voir qu'en 1900, on pouvait avoir cette vision-là de Mars, une planète quasiment industrialisée. Et donc, c'est un sujet passionnant, mais c'est un sujet peut-être pour lequel on est le plus biaisé possible. Et j'aime bien faire ce petit diagramme où je représente l'évolution de la biosphère martienne de la fin du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, en parallèle avec l'évolution de notre pouvoir d'observation de la planète Mars. Donc la biosphère martienne, elle est passée d'une civilisation, alors peut-être pas florissante, peut-être un peu mourante, à des signes qui vont être la molécule de méthane, des nitrates récemment, possiblement des traces de vie. Alors il y a deux façons d'interpréter ça, ou alors on a été les témoins de la disparition, et c'est bien triste, d'une civilisation à son apogée il y a moins d'un siècle, ou alors simplement on a ce défaut qu'on se cherche nous-mêmes ailleurs, et que au bout d'un moment, il faut que les observations nous fassent mentir et nous disent non, c'est pas ça que tu vois, c'est autre chose. Et je pense que, voilà, avec les exoplanètes, et en particulier les exoplanètes de type terrestre, quand on pourra les observer, on sera dans une position où notre pouvoir d'observation sera très médiocre au début, et avec la tentation peut-être d'y voir ce qui se passe chez nous. Donc ça, c'est, je pense... alors, c'est pas pour autant que c'est pas une question intéressante, mais il faut faire très attention. Alors, je vais illustrer ça avec une des rares observations à laquelle j'ai eu la chance de participer, qui était la découverte de ce système planétaire qui s'appelle Kepler 186. Donc c'est un système autour d'une étoile M qui a au moins 5 planètes de la taille de la Terre qui transitent. Il peut y en avoir d'autres. Mais le système est suffisamment coplanaire pour nous présenter les transits de 5 d'entre elles, et la plus éloignée que l'on connaisse a une température qui peut tout à fait... Alors ça, c'était parce qu'on était passionnés, parce qu'il y avait un transit quasi quadruple qui pouvait se passer en juin dernier, on voulait l'observer, mais on n'est pas assez observateur pour arriver à faire un proposal digne de ce nom. Toujours est-il que quand ce système a été découvert, ça a fait beaucoup de bruit, parce que c'était la première planète de taille terrestre qui soit dans la zone habitable. On en connaît d'autres, on en connaissait d'autres avant, parfois elles étaient plus grosses. Alors vous savez, il faut toujours que la nouvelle planète soit le plus quelque chose. Alors le plus, ça peut être le plus petit, ça peut être le plus froid, ça peut être le... Bon, elle était le plus quelque chose, donc elle a eu beaucoup de visibilité médiatique, mais toutes les questions qui revenaient étaient est-ce qu'elle a de l'eau, est-ce qu'elle a de la vie, comment on va le savoir?
Et on n'a pas pu passer à côté de l'illustration d'artistes, qui est la couverture du magazine Science, où le réalisme qu'il y a dedans, c'est simplement de rougir un peu quelque chose qui ressemble à la Terre, de faire des calottes plus étendues, parce qu'on peut faire des prédictions sur l'obliquité, l'évolution de l'obliquité par effet de marée, mais on ne sait rien de cette planète. On a une estimation de son rayon, on a une estimation du flux qu'elle reçoit de cette étoile, et on ne sait rien de sa composition. Elle n'a peut-être pas d'eau du tout, peut-être qu'elle en a beaucoup plus que la Terre. Donc voilà, la question maintenant, on sait que les planètes telluriques sont très abondantes, on sait que probablement la majorité des étoiles en ont. La question pour le futur, c'est comment on va en savoir plus sur ce qui s'y passe et se poser des questions d'ordre un peu exobiologique. Alors tout dépend bien sûr des moyens d'observation. Il y a ce fameux travail dirigé par Carl Sagan au début des années 90, qui a utilisé la sonde Galileo, alors en route vers Jupiter, dans un trajet compliqué fait de frondes gravitationnelles autour des différentes planètes internes, donc Vénus puis la Terre. Et lors de ces survols de la Terre en 1990, ils ont fait cette expérience volontairement naïve de se dire, tiens, y a-t-il de la vie dans cette planète ? Il ressort de cette étude, c'est ce qu'ils ont dit, que probablement oui. Pourquoi ? Parce que c'est une atmosphère riche en oxygène, qu'on aurait du mal à expliquer autrement que par la vie, parce qu'en plus de l'oxygène, on observe du méthane, qui est du coup en déséquilibre thermodynamique extrême dans cette atmosphère riche en oxygène. On a une couverture partielle des continents par un pigment qui absorbe le visible, et puis il y a des signaux pulsés, modulés en amplitude, probablement d'origine artificielle. Alors il y a beaucoup aussi de biais dans cette façon. Par exemple, appeler une signature un pigment, c'est déjà avoir fait tout un cheminement, une comparaison par rapport à forcément notre pigment, nous, qui est justement celui qui est observé. Donc c'est un petit peu difficile. Toujours est-il que forcément la question des biosignatures, de la recherche de vie, dépend de la capacité qu'on a d'observer une planète. On peut l'observer comme ça a été fait avec Galiléo, de très près. Alors je ne sais pas si j'ai un pointeur ici. Voilà, si on se met depuis l'orbite de Mercure et qu'on regarde avec la sonde Messenger et qu'on regarde le système Terre-Lune, voilà ce qu'on voit. On va forcément avoir plus de mal à voir des détails. Et puis, bien sûr, dans le cas des exoplanètes, on est plutôt dans le cas où on a une étoile et il faut aller chercher ce petit point très contrasté et essayer de trouver de l'information à partir de là. Alors, les exoplanètes, en tout cas certaines d'entre elles, les plus chaudes, les plus proches de leur étoile, nous permettent en fait d'apprendre des choses sur pour leur atmosphère, en particulier les planètes qui transitent. Donc ce que vous voyez ici, c'est un Jupiter chaud qui s'appelle HD 189-733, dont on observe le système par photométrie. Donc ça a été fait avec le télescope spatial Spitzer, ici c'est dans l'infrarouge. Et ce qu'on va observer ici, c'est une demi-période orbitale. Alors vous avez ici le transit primaire, et puis plus loin, l'éclipse secondaire quand la planète passe derrière. Alors si on regarde le transit primaire, mais en fait, si notre planète était une boule solide, quand on observe la baisse de luminosité, cette baisse de luminosité ne dépendrait pas de la longueur d'onde. Que vous observiez dans l'UV ou dans l'infrarouge, le rayon apparent de la planète serait le même. Si par contre vous rajoutez une couche atmosphérique dont l'opacité va varier avec la longueur d'onde selon sa composition, la planète va vous apparaître plus grosse dans les bandes d'absorption d'un constituant et plus petite dans des bandes transparentes. Et donc, on va avoir un spectre de l'absorption de la planète, ou du rayon apparent, si vous voulez, qui va être complètement structuré par les constituants atmosphériques. Donc voilà, par exemple, toujours pour cette planète HD 189-733, différentes observations qui sont ici regroupées, et qui suivent un spectre synthétique qui est essentiellement structuré par la vapeur d'eau, qui n'est pas du tout le composant principal de ces atmosphères, mais qui a un pouvoir absorbant très fort. Alors ça, c'est pour un Jupiter chaud, voilà le genre d'amplitude qu'il faudrait arriver à mesurer pour faire ça sur une Terre. Alors quand la planète passe derrière l'étoile, on perd, du coup, selon la longueur d'onde où on est, soit sa réflexion, soit son émission, soit un mélange des deux, parce que ces objets sont chauds, ils ont tendance à mélanger le rayonnement stellaire qu'ils rediffusent et leur émission thermique. Mais en tout cas, on perd la composante planétaire, et donc on peut tout à fait mesurer ce transit à plusieurs longueurs d'onde. Et, ah oui, effectivement, c'est assez catastrophique, les graphes. Il vaut mieux regarder là-bas, mais c'est plus loin. C'est un compromis entre... Bon.
Et toujours est-il qu'on peut faire un spectre et comparer à des données observationnelles. Alors ceci dit, je dis c'est facile, mais par exemple, ça a été fait avec Spitzer, un télescope spatial qui était refroidi et qui permettait d'observer à grande longueur d'onde et qui n'est plus aujourd'hui refroidi, qui ne permet plus de faire ça. Et même, on peut aller au-delà de ça, et en fait, entre ce transit primaire où la planète cache l'étoile et nous présente son côté nuit, et le transit secondaire où juste avant de disparaître ou juste après être réapparue, elle nous présente son côté jour, on va avoir une modulation qui va être liée à la phase qu'elle nous présente. Alors si on est dans le visible, c'est simplement la partie réfléchie, on voit de la lumière réfléchie ici, on n'en a quasiment pas là. Et si on est dans le thermique, cette modulation, c'est le contraste de température entre le jour et la nuit, et ça nous apprend des choses sur l'atmosphère et sa composition. Je vais passer très vite là-dessus, puisque ça a déjà été montré par Anne-Marie Lagrange. Quand on fait de l'imagerie directe, par exemple pour des planètes joviennes jeunes, on peut tout à fait mettre les photons ici qu'on reçoit dans des boîtes de longueur d'onde, faire des spectres. Alors ici, les lignes avec des barres d'erreur, c'est les observations. Alors derrière, surimposées, ce sont des observations aussi, mais de naines brunes, ici et là, qui sont normalement similaires en température. Ici, c'est Saturne. Alors c'est intéressant parce qu'il y a des similitudes avec les naines brunes ou avec les planètes du système solaire, mais il y a aussi des différences. Donc une chose qui est intéressante, c'est de se dire on en est loin, mais qu'est-ce qui se passe si on observait la Terre comme une exoplanète? Alors, c'est-à-dire, regardons le spectre de la Terre, qui est ici en bleu. Donc vous avez ici la longueur d'onde, avec ici l'UV, le visible, l'infrarouge. Donc là, on a la partie réfléchie, et puis là, l'émission thermique de la planète. Et cette réflexion et cette émission est ponctuée d'absorptions atmosphériques, et notamment d'absorptions qui sont héritées du vivant terrestre. On a ici, dans le visible, une forte raie de l'oxygène. On a ici, à peu près à 10 microns, une bande très marquée de l'ozone, qui n'est pas un produit du vivant, mais qui est liée à la présence massive d'oxygène qui produit de l'ozone par photochimie avec le rayonnement UV. On a aussi ce fameux méthane, mais qui est beaucoup plus difficile à détecter. On peut comparer aux atmosphères de Vénus et de Mars, qu'on ne voit pas très bien ici, mais dans lesquelles on va retrouver des composantes, la composante en particulier du dioxyde de carbone, mais où on ne va pas trouver l'eau et bien sûr pas ces constituants O2 et O3. Ça ne veut pas dire qu'ils sont absents sur ces planètes-là, ça veut dire qu'ils ne sont pas suffisamment présents pour participer à cette résolution et cette sensibilité-là au spectre. C'est quelque chose aussi d'important, c'est que ce n'est pas la détection de l'oxygène ou de l'ozone qui est une preuve de vie, c'est la mesure de sa quantité qui éventuellement pourrait être interprétée dans un sens ou dans un autre. Si la Terre passe devant le Soleil, on pourrait éventuellement, si on avait une précision extrême, voir l'absorption par les limbes de l'atmosphère. Alors voici, j'aurais pu vous montrer même des observations, puisque ça a pu être fait lors d'une éclipse de lune. Voilà ici simplement un spectre synthétique où on voit à nouveau surgir ici l'arrêt de l'oxygène. Alors la réfraction nous empêche de sonder le bas de l'atmosphère, mais on peut voir ce qui se passe plus en haut, mais c'est quand même quelque chose de très subtil. Alors ce qui est fascinant, c'est que ces signatures, qui sont finalement des signatures macroscopiques, qui sont observables sur une planète dans sa globalité, observées comme un point à des années-lumière, sont liées à l'activité biologique et sont liées à des êtres microscopiques. Donc si on fait un zoom de 10 puissance 11, voilà les responsables, les cyanobactéries responsables de l'accumulation d'oxygène sur Terre. Alors ça se fait par un processus que le vivant a inventé, qui s'appelle la photosynthèse oxygénique, qui permet en fait de fixer le carbone inorganique, le carbone du CO2, dans des molécules organiques, dans des sucres, et ce faisant, de libérer de l'oxygène qui est en fait extrait à l'eau, en utilisant le rayonnement visible de l'étoile, visible infrarouge de l'étoile. Alors on gardera en tête que cette réaction, elle a un coût, qui est écrit ici, elle a un coût énergétique. Alors pourquoi il y a de l'oxygène dans l'atmosphère? C'est une bonne question, parce qu'en fait, la photosynthèse produit cette réaction dans ce sens-là, mais nous-mêmes, en respirant et en mangeant des sucres, on fait la réaction strictement inverse, et puis si on n'était pas là, c'est pas grave, les molécules organiques s'oxyderaient, et voilà. Alors ce qui fait qu'on a une accumulation d'oxygène dans l'atmosphère, c'est qu'une partie de la matière organique est enfouie à l'intérieur de la Terre et sort de ce système où elle est consommée par la vie ou oxydée, et donc chaque carbone enfoui donne une molécule d'oxygène orpheline qui s'accumule dans l'atmosphère. Donc juste pour vous donner un ordre d'idée, le recyclage biologique de l'oxygène atmosphérique, c'est 6000 ans. Si on détruisait toute vie sur Terre, le recyclage serait de l'ordre d'une dizaine de millions d'années par oxydation des gaz volcaniques et de ce carbone inorganique qui remonte.
Alors juste pour vous dire que ce n'est pas une caractéristique de la vie globale, c'est une caractéristique d'un métabolisme vivant qui est un des plus complexes connus, qui est la photosynthèse oxygénique. Je ne vais pas du tout entrer dans les détails, je ne suis pas biologique, je serais incapable, je ne suis pas biologiste. Mais cette photosynthèse, elle est composée de deux, ce qu'on appelle photosystèmes, qui sont hérités de systèmes photosynthétiques vivants plus simples, qui ont été mis ensemble par la magie de l'évolution et qui sont parmi les systèmes les plus compliqués qu'on connaisse. Donc c'est quelque chose qui n'est pas vraiment primitif, si vous voulez, c'est quelque chose d'extrêmement élaboré, et rien ne nous dit que la vie soit toujours arrivée à cette solution-là. En tout cas, on n'en sait rien. Alors, je me suis livré avec des collègues au petit jeu suivant. Vous verrez au fur et à mesure où je veux en venir. Si je prends le flux solaire qui atteint la surface de la Terre, c'est à peu près 163 watts par mètre carré. Donc ça, c'est ce qu'on a en haut de l'atmosphère. Il y a la partie qui réfléchit, et puis il y a la partie qui est absorbée par l'atmosphère. On sait que le carbone fixé par photosynthèse, c'est à peu près 70 milliards de tonnes par an. Et je vous ai montré que la fixation de 72 grammes de carbone coûte un coût énergétique qui est là. Donc du coup, on peut calculer l'efficacité de la photosynthèse à utiliser ce rayonnement stellaire, ce rayonnement solaire. Et je trouve ça assez extraordinaire. Environ 0,16% du flux qui atteint la surface terrestre est converti en énergie chimique par la vie photosynthétique. Donc 0,16%, sachant qu'une partie tombe sur les océans, une partie tombe sur les continents, une partie est convertie. Alors, il y a une autre source d'énergie sur Terre que la vie peut éventuellement utiliser, qui est le flux de chaleur interne, qui vaut en moyenne cette valeur-là. Alors, il varie, il est très variable, il est très, très fort dans ses rifts, et il peut être beaucoup plus faible ailleurs. Disons qu'en moyenne, on a ça. Alors, c'est très difficile d'estimer l'efficacité que ces formes de vie qui sont autotrophes, c'est-à-dire qui ne dépendent pas de la matière organique créée par les autres espèces, qui doivent fixer le carbone à partir de carbone inorganique, mais sans utiliser de flux solaire. On les appelle les chimio-autotrophes. C'est très difficile d'estimer l'efficacité. On pense qu'à peu près moins d'un millionième, on pense qu'un moins de 1 millionième de cette valeur-là est effectivement convertie en énergie chimique. Donc la vie non photosynthétique fixe au mieux 10 millions de fois moins de carbone que la photosynthèse. Et ça se comprend assez bien parce que, alors que la photosynthèse est une utilisation assez directe du quanta d'énergie qui est apporté par un photon, utiliser un flux de chaleur, une chaleur du thermique, c'est beaucoup plus compliqué et ça se fait de façon indirecte parce que le flux de chaleur interne résulte en un gradient de température qui vaut en moyenne 25 Kelvin par kilomètre et qui, associé à une circulation fluide, à une circulation d'eau, va créer des déséquilibres redox que la vie sait exploiter. Mais c'est une utilisation très peu efficace de ça. Donc, grosso modo, le rayonnement solaire va produire la fixation d'environ 200 grammes de carbone par an et par mètre carré, là où le flux de chaleur interne sur Terre va produire moins de, on va dire, à peu près 50 grammes par million d'années. Donc, il y a quelque chose d'absolu. Il y a quelque chose, et vous allez voir où je veux en venir. Et non seulement, ça explique aussi le fait que bien qu'on connaisse la chimio-autotrophie depuis longtemps, ce qu'on a appelé la deep biosphere, elle a été découverte seulement dans les années 70. On est dessus, on est assis dessus, mais elle se manifeste assez peu. Il faut aller creuser pour aller la trouver. Et il y a ce papier que j'ai beaucoup aimé de Minnie Crosing en 2006 qui disait « Dans un monde qui serait purement chimio-autotrophique, la séquestration du carbone n'aurait quasiment, par la biologie, n'aurait quasiment pas d'effet sur les grands cycles en l'absence de photosynthèse. » Alors pourquoi c'est intéressant? C'est parce que du coup, on peut relier cette question de la recherche de vie à la zone habitable. Pourquoi? Alors zone habitable, c'est une région, une gamme de distance autour d'une étoile qui autorise la présence d'eau liquide à la surface. C'est une zone qui est très utile pour plein de choses, mais qui est très mal nommée, parce que, jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, l'habitabilité, on la relie à la présence d'eau liquide, mais pas forcément en surface. Donc, tous mes collègues qui travaillent sur les océans internes, ça peut être les océans internes de planètes plus massives que la Terre, bien que plus froides, ça peut être des satellites chauffés par la dissipation de marée, ils disent mais non, mais on s'en fiche de la zone habitable, on peut avoir un objet plus lointain qui a de l'eau liquide, et donc si on associe eau liquide et vie, oui, sauf que, a priori, d'après ce que je vous ai dit, alors c'est une analogie quand même avec la Terre,
à part en y allant avec la pelle et la pioche et en creusant et en regardant ce qu'il y a, ce ne sont pas par un effet global qu'on va voir les manifestations de cette vie, simplement sur des critères purement énergétiques. Donc, d'où l'importance de cette zone habitable si mal nommée, qu'il faudrait renommer parce que voilà, ça ne convient pas. Alors, j'ai une étudiante qui proposait de l'appeler aquazone. Alors, c'est déjà moins embêtant que habitable, mais il y a une spécificité de la zone habitable, c'est que c'est l'eau en surface. Alors bon, on peut proposer des choses comme la zone de surf, par exemple, si vous voulez. Mais ce qui est très important, c'est que c'est en tout cas la zone où la photosynthèse est possible, parce que l'eau et le rayonnement stellaire sont disponibles simultanément. Donc c'est peut-être la zone privilégiée pour une future recherche de signatures spectrales atmosphériques liées à la vie. À nouveau, c'est quand même une grosse analogie, forcément, avec notre cas de la Terre. On pourrait imaginer peut-être d'autres mécanismes. Alors finalement, le problème, c'est qu'on ne connaît que le problème direct. C'est-à-dire, on est sur une planète où il y a de la vie, on sait ce que fait la vie, on le sait assez bien, on ne le saura probablement pas avant très très longtemps avec autant de détails sur une autre planète, si jamais on le sait un jour. Cette vie va générer des observables ou modifier les observables planétaires. Un observateur va utiliser une instrumentation, il va voir quelque chose, quelle va être son interprétation? Donc la question, c'est le problème inverse. Donc comment savoir que notre observation a révélé la présence de vie? Je n'ai pas la réponse, mais on entend souvent que, par exemple, une chimie hors équilibre serait la signature. Or déjà, non. Les atmosphères planétaires ne sont pas à l'équilibre chimique. Pourquoi? Déjà parce qu'elles sont soumises à un rayonnement émis à beaucoup plus haute température par leur étoile, qui va produire notamment des photodissociations du rayonnement. Par exemple, sur Terre, on a une couche d'ozone qui est liée à la dissociation de l'oxygène moléculaire par le rayonnement UV, à la recombinaison par des réactions à 3 corps en ozone, et ce n'est pas du tout un effet de la température et de la pression qu'on a dans l'atmosphère. On va avoir des gradients thermiques et de la circulation, et puis, aux températures que l'on suppose habitables, les réactions endothermiques qui doivent avoir lieu pour assurer un équilibre chimique, elles sont extrêmement lentes, elles peuvent être comparables à la durée de vie de l'objet qu'on regarde, de la planète qu'on regarde. Et enfin, il peut y avoir des échanges avec un intérieur qui est chaud, et on va tremper, ce qu'on appelle la trempe ou le quenching, on va figer par l'absence de ces réactions endothermiques cette composition héritée d'un intérieur beaucoup plus chaud. Donc ça, c'est déjà quelque chose de délicat. Alors on peut donner des exemples de choses qui pourraient produire des spectres un peu similaires à la Terre par photochimie. Ce sont des phénomènes qui se passent sur les satellites glacés. On pense que ça s'est passé sur Vénus et Mars primitifs. Si vous avez de l'eau qui est photodissociée, l'hydrogène léger s'en va et laisse de l'oxygène dans l'atmosphère qui peut s'accumuler. Donc ça, c'est une oxydation irréversible. Vous pouvez aussi avoir un état stationnaire, comme sur Mars à l'heure actuelle, où le dioxyde de carbone est photodissocié, l'oxygène se recombine plus vite que le CO2, et ça crée une certaine quantité d'oxygène puis d'ozone. C'est ce qu'on voit sur Mars et sur Vénus. Voilà. Donc finalement, un des messages, c'est que la clé, c'est le contexte. J'aime bien cette citation à propos des expériences exobiologiques sur les sondes Viking, que si les informations des autres expériences à bord de cette sonde n'avaient pas été disponibles, les données de l'expérience exobiologique auraient été certainement interprétées comme une possible évidence de vie. C'est-à-dire, finalement, ce n'est pas l'expérience exobiologique qui a donné la solution, c'est toutes les autres qui étaient là et qui n'avaient pas été pensées a priori pour donner une information sur ça. Ça a permis d'interpréter ça. Donc le contexte, c'est la clé. Le contexte, c'est la clé. Et les éléments que je peux donner et qu'on pourrait tous discuter, c'est d'abord un diagnostic sur la présence de vie. Et s'il peut être atteint, si on suppose, c'est peut-être quasiment impossible, mais s'il peut être atteint à distance astronomique, il nécessitera beaucoup d'observations de la planète comme de son étoile. Par exemple, la photochimie, ça suppose de bien connaître le flux UV, le spectre UV de l'étoile. Et avec un signal sur bruit élevé, et des observations multi-longueurs d'onde, multi-méthodes, multi-époques, de façon à pouvoir doser, mesurer les abondances, notamment des constituants, et de les interpréter. C'est la dose qui fait le poison. Ce n'est pas une détection binaire. Ah oui, il y a de l'oxygène. Ah non, il n'y a pas d'oxygène. Sur cet argument-là, vous allez trouver « Ah, j'ai détecté de l'oxygène ou de l'ozone sur Vénus, donc ça n'est pas un biomarqueur. » Effectivement, dit comme ça, c'est tout à fait vrai. Ça n'est pas une détection binaire. Je pense que, faisons venir des gens qui prônent l'homéopathie, vous diront qu'il y a de tout partout. Voilà. Autre aspect, il faut étudier beaucoup de planètes, en variant âge, la taille, le type d'étoile, la température, prendre des planètes aussi hors de la zone habitable, dans la zone habitable, afin de tester notre modèle de zone habitable, pour savoir s'il est valable, et comprendre les principes de l'origine et de l'évolution des atmosphères planétaires. On ne va pas rechercher une empreinte digitale. Qu'est-ce que j'appelle une empreinte digitale? Ce serait
oxygène, CO2, eau. On va rechercher quelque chose qu'éventuellement on ne comprend pas. Quelque chose que la physico-chimie simple, la seule connaissance de l'étoile, des principes justement établis auparavant, ne nous permet pas de comprendre. Une anomalie, mais on ne va pas anticiper sur ce que peut être cette anomalie. Je pense que ce serait une grosse erreur de caler nos instruments sur ce qu'on s'attend à trouver ailleurs que sur la Terre. Et toujours remettre en question les hypothèses. Alors pour cette histoire de remettre en question les hypothèses, je vais prendre un exemple qui n'a rien à voir, mais que j'aime bien. Et je vais prendre le cas de la Terre. Et prenons un observateur qui regarde la Terre et qui s'intéresse à voir la variation photométrique de son émission thermique au cours de son orbite. Regardez pour l'instant pas la courbe, ce n'est pas très important. Et cet observateur, il se pose la question, il dit, là, j'ai trouvé une planète qui est intéressante, et je vais regarder comment l'émission thermique varie au cours de son orbite. Parce que si elle n'a pas d'atmosphère, si c'est un gros mercure, eh bien, je vais voir une modulation de phase. Elle va avoir un côté jour très chaud et un côté nuit très froid. Et en fait, je vais voir une grande modulation selon qu'elle me présente son côté jour et son côté nuit, ce qu'on sait observer pour les exoplanètes. Donc il va regarder la Terre. Alors il faut savoir que la Terre, elle a une variation d'émission thermique, mais qui est liée à ses saisons. C'est-à-dire que l'hémisphère nord va émettre un petit peu plus dans l'été de l'hémisphère nord. Elle n'a pas de variation de son émission thermique liée à la phase, parce qu'elle a une atmosphère dense qui redistribue très bien la chaleur. Et donc, en fait, si je prends une de ces courbes ici au hasard, par exemple celle-ci, on va avoir ici le temps, une période, ici on va avoir le flux, et ça, c'est le modèle, en fait, c'est des observations de la Terre, c'est ce que devrait voir l'observateur qui regarde la Terre. Mais peut-être que l'observateur, il a un bon instrument, mais peut-être pas au point de résoudre le système Terre-Lune. Et la Lune, elle a d'énormes variations de phase. Elle a un côté jour qui est à 400 degrés, à 400 Kelvin, et elle a des grandes variations de phase. Donc l'observateur, ce qu'il va voir ici, c'est la courbe bleue. Et va se dire, cette planète-là, elle a des variations assez importantes de phase. Elle est un petit peu martienne, on va dire. Elle doit avoir un peu d'atmosphère, mais avec des grandes amplitudes de variation. Juste pour vous dire que, et si on n'avait pas de Lune, est-ce qu'on serait capable d'anticiper sur ce genre de problème? Donc il y a sûrement beaucoup de configurations extrasolaires. J'en parlais de planètes binaires, par exemple, des choses comme ça, qu'on n'anticipe peut-être pas parce qu'on ne les a pas chez nous. Et c'est ce que j'entends par un petit peu questionner les hypothèses. Alors on entend aussi dire parfois que de toute façon ces questions-là, on va commencer à avoir des éléments de réponse parce qu'on va bientôt avoir un télescope spatial de 25 mètres carrés qui va pouvoir nous faire des spectres de super-Terre. On sait qu'il y a beaucoup de super-Terre. On va pouvoir faire des choses. Alors, on peut faire le calcul, c'est assez simple, et je pense qu'il y a d'autres personnes dans cette salle qui l'ont fait. Si on considère un système planète-étoile, le plus favorable pour une observation avec ce télescope, ce serait une étoile M, et avec une planète tellurique qu'on va prendre la plus grosse possible pour avoir un petit peu de photons, de 2 rayons de la Terre, et supposons que chaque étoile M possède une telle planète. C'est quand même une hypothèse plutôt très optimiste. Statistiquement, le système le plus proche présentant des transits serait à plus de 7 parsecs. Donc plaçons-le à 7 parsecs. Supposons que tous les transits et toutes les éclipses de ce système soient observés pendant les 5 ans de la mission nominale. Ça fait 3 mois cumulés. Ça veut dire que les gens du James Webb, ils sont gentils, ils nous donnent tout le temps beaucoup de temps pour cette planète-là. Eh bien, si toutes ces conditions sont remplies, sans aller chercher d'autres problèmes tels que la variabilité de l'étoile, etc., si l'atmosphère de cette planète est similaire à celle de la Terre, on pourrait obtenir une détection marginale de CO2 et de O3. Donc oui, le télescope spatial James Webb, il va nous apprendre beaucoup de choses, mais pas forcément sur les planètes de type terrestre, et je n'y vois pas là une vraie démarche, une vraie stratégie. Ah, faut que je me dépêche. Donc j'ai peur qu'on se retrouve un petit peu dans la situation, là, si on veut s'intéresser aux biosignatures avec un instrument comme ça, dans la situation de Lowell qui regardait Mars en y cherchant des choses. Alors dans le peu de temps qui me reste, je vais mentionner que pour moi, il ne faut pas brûler les étapes, et je pense qu'il faut déjà un petit peu étudier systématiquement les atmosphères des exoplanètes. Ce n'est pas forcément quelque chose d'extrêmement coûteux, mais je pense qu'il faut que ce soit fait systématiquement et là où il y a des photons pour l'instant, là où il y a du signal. Tant pis, ce ne sont pas des objets habitables, ce ne sont pas des terres, mais de toute façon, il n'y a pas d'instrument dans la programmatique actuelle qui nous permet de le faire pour l'instant pour des terres. Donc, construisons-nous une expertise avec des instruments, comme par exemple ce proposal mission M4 qui s'appelle Ariel, un petit télescope qui pourrait étudier
dans les 500 planètes, Jupiter, Neptune en taille, et ça pourrait être une étape importante dans la caractérisation systématique des exoplanètes chaudes et de leur atmosphère. L'idée serait de préparer le terrain pour mieux comprendre un petit peu la diversité des atmosphères. Alors, je vais finir avec quelques conclusions. Attribuer une anomalie dans le spectre d'une exoplanète à la présence de vie, ça nécessitera beaucoup d'observations, beaucoup de modélisation, beaucoup de controverses. Si un jour je viens et je dis j'ai découvert de la vie sur une exoplanète parce que j'ai découvert de l'oxygène, il va y avoir les 3/4 de la communauté qui vont me dire « mais non, je peux vous le faire autrement, votre oxygène, et tant mieux ». Et on avancera comme ça. Donc, cette détection seule n'est pas une finalité, c'est éventuellement le début d'une histoire, c'est éventuellement l'identification d'un candidat sur lequel on pointera des télescopes et on focalisera de l'intelligence, on va dire. Mais, comme Carl Sagan le disait, une découverte extraordinaire requiert des preuves extraordinaires. Il ne faut aussi pas oublier, ça c'est une remarque par rapport à certains de mes collègues américains qui disent « dans 20 ans, on vous trouve de la vie ailleurs », c'est que le succès de l'entreprise ne dépend pas que de notre technologie, de notre intelligence ou de nos moyens, il dépend aussi de la distribution de la vie dans l'univers. Et de la distribution de la vie dans l'univers qui sait se signaler, qui sait faire une atmosphère, ou qui sait faire des signatures qui se voient de loin. On n'en sait rien de est-ce que c'est très rare ou est-ce que c'est abondant. Donc il est impossible de prédire l'imminence d'une telle découverte. Ce n'est ni imminent ni assuré. Par contre, ce qui est réel et ce qui est concret, c'est que l'exploration à distance avec les télescopes actuels de toutes les exoplanètes de notre voisinage galactique, elle est en cours, elle progresse considérablement, elle va continuer à progresser. Ça me semble un prérequis incontournable à la recherche de vie. Il n'y a pas de raccourci vers la recherche de vie. Vous ne pouvez pas aller directement à la vie sans caractériser en profondeur les environnements planétaires, le contexte local et le contexte général de la diversité des atmosphères planétaires. Mais cette exploration reste néanmoins, je pense, une des plus passionnantes aventures scientifiques du XXIe siècle, et qui sait ce qu'elle nous réserve, notamment en matière d'exobiologie. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Merci pour ton exposé. Est-ce qu'il y a des questions ? Comme tu sais, l'apport des exoplanètes a donné un coup de pouce considérable au programme SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, où on a ce réseau de radiotélescopes, cet interféromètre qui maintenant pointe sur ces exoplanètes. Donc, bon, il n'y a toujours pas de signal détecté. J'y étais il y a quelques jours, là on avait un colloque sur Titan. Mais bon, au moins il y a des objectifs plus précis que c'était à 102 ou ces anciennes radiosources. Et puis l'autre chose que tu connais aussi, tu y as contribué, on a des biologistes qui nous ont calculé la biomasse que l'on a dans les océans de méthane de Titan. Et il y a plusieurs articles qui ont été acceptés, ils ont été présentés à Tucson, à la communauté américaine sur Titan l'année dernière. Mais tu les connais certainement, ces articles aussi, où je te les enverrai si tu veux. Ouais, je pense que c'est très sain d'imaginer, au-delà du modèle de la vie terrestre, et de considérer des solvants, des liquides autres que l'eau. Il faut avoir cette réflexion et aller. Je pense que Titan, c'est un endroit absolument exceptionnel. Et justement, quand on parle des choses qu'on a dans le système solaire, par exemple le fait qu'on ait une lune, donc on pense aux lunes, mais imagine, si on avait, c'est une discussion qu'on a souvent avec François Forger, on dit s'il n'y avait pas Titan, on aurait une définition déjà des satellites qui seraient des objets sans atmosphère, je pense, l'IAU nous dirait ça, et on aurait aussi plein de... Donc, mais quels sont les autres titans qu'on ne connaît pas, mais qui existent forcément? Et bon, ça c'est quelque chose d'assez fascinant, mais c'est un biais énorme. Oui, d'abord Christian, puis ensuite... Oui, merci pour votre exposé. J'ai lu, vous allez me corriger parce que si ça se trouve, ce que j'ai lu est faux, que s'il n'y avait pas de cyanobactéries qui étaient apparues sur Terre, donc la formation d'une grande quantité d'oxygène et donc d'ozone qui bloque les UV durs, les UV durs qui seraient arrivés sur l'eau auraient suffi à vaporiser toute l'eau de la Terre sur la durée de vie de la planète. Est-ce que c'est correct comme ordre de grandeur ou pas? Alors, vous voulez dire vaporiser ou dissocier? Dissocier. Après, quand l'hydrogène part, parce qu'il n'est pas retenu suffisamment, et l'oxygène est récupéré par le fer qui remonte des volcans. Il ne faut pas oublier que l'accumulation d'oxygène sur Terre,
ça s'est fait à peu près à la moitié de l'histoire de notre planète, Oui. et ça s'est fait de façon progressive. Donc il y a eu la première histoire de notre planète où il n'y avait pas de couverture d'ozone, et où a priori, j'imagine qu'on a des contraintes fortes. Bon, alors ça dépend bien sûr du réservoir qu'on se donne comme référence, sur le rapport d'essurage et sur la perte qu'on a pu avoir d'hydrogène. Si on photodissocie l'eau et qu'on perd l'hydrogène vers l'espace, on perd beaucoup moins vite le deutérium. Or, après, ça peut changer. On a le même rapport d'essurage, par exemple, que l'eau chondritique, que l'eau des chondrites carbonées. On pourrait dire que j'ai l'impression que le réservoir océanique global de la Terre n'a pas été trop affecté, à moins qu'il ait eu une constitution beaucoup plus légère à l'origine, mais on a d'autres contraintes, l'azote, enfin il y a d'autres choses. Donc non, je pense que... Parce qu'en tout cas, on pense que, là les biologistes, les collègues biologistes qui sont dans la salle peuvent me contredire, mais dans l'apparition des organismes aérobiques, y compris les cyanobactéries, qui doivent résister à toutes les espèces réactives de l'oxygène qu'elles engendrent pendant qu'elles travaillent, ça veut dire qu'elles ont déjà à l'intérieur des choses comme les superoxydes dismutases, les catalases et tout ça pour débarrasser de ces choses-là, et que ces enzymes-là ont été sélectionnées au départ dans des atmosphères, enfin dans de l'eau qui contenait un tout petit peu d'oxygène à quelques mètres sous la surface. Et c'était l'oxygène qui résultait de la photolyse. C'est comme ça que les premières ont commencé à se développer et qui après, lorsque le photosystème est apparu, ça a permis à ces organismes-là de pouvoir se défendre contre les espèces réactives de l'oxygène qu'elles engendrent pendant qu'elles travaillent. Alors, sur les origines, en tout cas, de la photosynthèse, il y a beaucoup de théories différentes. C'est d'ailleurs une question passionnante parce qu'on a un système hautement complexe et forcément les théories de l'évolution nous amènent à nous dire que ça devait servir à quelque chose. Avant la vie n'a pas dit bon, maintenant j'aimerais utiliser le rayonnement solaire pour faire ça. Donc quelles étaient les utilités de ces pigments, de ces photosystèmes avant la photosynthèse oxygénique? C'est une question passionnante et ça peut nous interroger sur la photosynthèse ailleurs parce que, par exemple, pour certains, l'origine peut être liée aux ultraviolets et à un système de protection aux ultraviolets. Pour d'autres, ça va être peut-être plutôt un senseur infrarouge qui servait à trouver les sources chaudes. Dans un cas, c'est universel. Dans l'autre cas, les UV, ça va éventuellement dépendre de l'étoile et de l'environnement où on est. Donc ça pose des questions fascinantes. Moi, j'y suis très intéressé parce que potentiellement, par exemple, on pourrait très bien admettre que sur Mars, il y ait eu de la vie, que l'eau soit partie, puisque je crois qu'on sait qu'il y a de l'eau, il y a eu de l'eau maintenant, d'après ce que je lis, et que l'eau soit partie et la vie soit partie. C'est-à-dire que c'est un peu le risque que je vois, c'est-à-dire que si on ne trouve pas un système de type cyanobactérie qui apparaît dans un monde où la vie est possible, la vie apparaît et disparaît. Oui, alors je ne vois pas pourquoi, par contre, les cyanobactéries auraient empêché ce processus-là. Parce qu'elles fabriquent trop d'oxygène par rapport à l'oxygène qui peut être capté par le fer qui remonte des volcans. Et donc ça, cet oxygène-là, ensuite fait l'ozone, et l'ozone fait une barrière aux UV. Oui, mais l'échappement, la photodissociation, l'échappement de l'eau se passe beaucoup plus haut. A priori, sur Terre, par exemple, l'hydrogène, c'est juste l'échappement de l'hydrogène est limité par la quantité d'eau qui passe dans notre atmosphère et donc par le profil thermique, par le piège froid. Oui. Donc l'ozone, au contraire, a tendance à chauffer un peu et à en faire passer un peu plus. Donc, non, justement, c'est pour ça que je vous pose la question. Parce que non, je ne suis pas sûr. Enfin, c'est une question intéressante, mais je ne suis pas sûr qu'une atmosphère riche en oxygène, éventuellement, elle va jouer sur la température exosphérique et donc sur les phénomènes d'échappement. Il faudrait voir dans quel sens, parce que l'oxygène va refroidir l'exosphère, mais va aussi absorber les UV pour la chauffer. Il faudrait voir dans quel sens joue le bilan. Je crois que ça a plutôt tendance à le refroidir. Donc ça serait peut-être plutôt par ces biais-là que ça peut avoir un feedback, un effet. On va terminer par une petite question d'Antoine et ensuite de Jean-Loup. Oui, l'Europe s'apprête à construire un télescope de 39 mètres, qui ne sera pas dans l'espace malheureusement, mais on peut faire la même chose dans l'espace sous forme diluée, sous forme d'une flottille.
qui ferait la même surface collectrice, mais qui s'étalerait sur, par exemple, 100 km. Bon, auquel cas, une planète, une Terre située à 10 années-lumière serait résolue. On aurait une image où on verrait le détail, avec une résolution de 300 km à peu près. Ce qui est suffisant pour voir la tache verte de l'Amazonie, ou du Congo, ou de Sibérie, et pour voir les changements de couleur saisonniers, s'il y en a comme sur Terre. Ce qui serait une signature très, très robuste de vie. Bon, alors, en principe, il ne manque pas grand-chose pour ça. Sur le papier, on sait comment le fabriquer. On a proposé à la NASA et à l'ESA, c'est pas tout à fait mûr de leur côté, mais ça pourrait se faire en quelques décennies. Et évidemment, ce serait un outil extrêmement puissant pour voir la présence de vie. Oui, évidemment, oui. Enfin, notre diagnostic dépendra de nos moyens d'observation et les terres sont challenging. Après, résoudre la planète, mais en plus cartographier la planète, c'est encore plus ambitieux, mais bon. Une fois qu'elle est résolue, il suffit d'appuyer sur le bouton de l'appareil photo et ça fait la cartographie. Alors, Jean Louberto. Oui, la première chose, c'est en ce qui concerne l'échappement de l'eau, comme j'ai fait ma thèse avec Jacques Blamont sur ce sujet, je pense que je connais un peu, et on a pu calculer, mesurer en fait le taux d'échappement. Et au taux d'échappement actuel, on perd 1 mètre d'eau par milliard d'années, donc c'est négligeable. Sur Terre. Sur Terre. La deuxième chose que je voulais dire, c'est à propos en fait du calcul que tu as fait pour JWST. Il est corroboré totalement par un des promoteurs de JWST qui a fait un exposé à l'UAI où qui a montré effectivement que quand on veut regarder et détecter l'atmosphère par transit, eh bien on est obligé d'y passer énormément de temps. Et tu as dit que statistiquement, il y avait une planète qui faisait un transit à 7 parsecs. Mais celles qui font un transit, elles sont beaucoup plus rares que celles qui ne font pas un transit. Et donc, on peut calculer que celles qui ne font pas un transit, elles sont 6 fois plus près, enfin entre 3 et 9 fois plus près selon le type spectral. Donc, il y a quand même une autre technique que celle qui consiste à faire de l'occultation stellaire, dont on sait que c'est ma spécialité dans un autre domaine, mais en fait, il y a l'autre façon, c'est de regarder la lumière réfléchie par la planète. Et est-ce qu'on a fait les mêmes calculs avec le JWST, simplement avec peut-être en éliminant un peu la lumière de l'étoile centrale avec des coronographes? Est-ce qu'on a fait les mêmes calculs, rapport signal-subris? Est-ce que c'est plus facile de détecter les exoplanètes en lumière pendant le transit, de mesurer une atmosphère en transit, ou alors de la mesurer par la réflexion de la lumière de l'étoile? Alors oui, c'est une très bonne question. Alors en fait, peut-être plus que réflexion, on serait peut-être plus dans l'émission, dans ce cas-là. Disons, puisque je m'intéresse, moi, je dois dire que je m'intéresse spécialement aux planètes qui sont dans la zone habitable. Oui. Donc, effectivement, oui, il y a du thermique qui peut être très important. Oui, en fait, si on fait le calcul... sur Terre, par exemple, on voit la signature de l'ozone dans l'infrarouge, de la vapeur d'eau, du CO2, donc, très bien. Si tu pousses... En fait, finalement, le problème, en fait, vers les planètes... pour le JWST, tu tends vers un cas favorable qui est de mesurer l'émission, alors que ce soit pendant l'éclipse quand elle passe derrière, ou selon la méthode que tu prônes, c'est-à-dire voir les modulations liées au mouvement orbital de la planète et d'extraire comme ça la composante planétaire. Donc on pointe vers si on s'intéresse aux planètes habitables, on pointe vers un objet central le moins lumineux possible, hein, donc une étoile M. Et dans ce cas-là, regarder la modulation, ça nous fait gagner le temps, on peut intégrer autant de temps qu'on veut, et on voit aussi des objets beaucoup plus proches, ce qui était ton point. Donc sur le papier, ça marche bien, mais ça veut dire aussi que tu passes quand même beaucoup de temps, parce que tu veux toute l'orbite. Et tu la veux plusieurs fois, parce que tu veux la reconstituer tu veux faire un périodogramme ou quelque chose. Donc mais sur le papier, c'est prometteur. Le problème, c'est qu'en fait, ce qu'on va extraire, c'est une bête sinusoïde, et que l'étoile, elle va en faire elle-même tout un paquet, et que le gros problème auquel on va se heurter à avoir des observations sur une durée qui est la période orbitale, c'est la variabilité stellaire. Comment on va faire la différence? Alors, on a un avantage, c'est que si on sait déjà que la planète est là, on sait quelle est la période qu'on doit extraire,
Donc c'est un avantage. Donc moi je pense que c'est quelque chose à creuser. Avec des collègues, on a même poussé cet argument à l'extrême et à se dire, et si on veut vraiment tout rendre favorable, il faudrait aller essayer de trouver des planètes autour de naines brunes, soit qui transitent, soit qui ne transitent pas, où là on peut aller chercher des planètes de taille terrestre ou subterrestre. Mais, alors, première chose, c'est très exotique, bien sûr, par rapport au système Terre-Soleil. Et alors, c'est pas grave, c'est bien, enfin, c'est pas un souci. La majorité des systèmes sont des étoiles de très faible masse. Mais voilà, je crois que si on parle avec des observateurs, ce qu'on fait quand même parfois, ils sont fréquentables, quand même, ils nous disent que l'étoile, elle a quand même un comportement, quand on veut aller chercher des choses aussi fines, des variations de l'ordre de 10-5, comme ça, voilà, on risque d'être un petit peu gêné par ce que fait l'étoile, sa rotation, ses tâches, ses pulsations. Mais c'est un sujet à creuser. Si je peux me permettre, les calculs ont été faits. Le micro, bouton. Il faut appuyer sur le bouton. Le bouton devant. Mais si je peux me permettre, les calculs ont été faits et la réponse est oui. Nonobstant, effectivement, il faut faire attention au rapport signature, etc. Mais c'est plus aisé, en tout cas, les chances sont plus grandes de détecter par, on va dire, spectro-imagerie directe une planète non transit, enfin, par réflexion sur la lumière de l'étoile, que les transits que tu as mentionnés. Alors là, tu fais peut-être allusion à la haute résolution spectrale, les travaux de Snellen, etc. Bien. Bon, enfin, c'est peut-être une discussion de spécialistes. On commence le débat. Donc on va s'arrêter là. Remercier Franck Celsis.